Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 11 et c'est la rencontre avec Alain Fontanel. Cher Alain, bonjour et bienvenue au nom de toute l'équipe de l'Odyssée. Alors je le précise pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Premièrement, nous avons invité les 3 candidats pour le deuxième tour de l'élection municipale. Merci d'ailleurs. Mais merci à toi de nous avoir fait l'honneur et l'amitié de ta présence. Comme on se tutoie dans le privé, c'est le protocole de l'amitié qui prévaut ici, si tu ne vois pas d'inconvénient. D'autre part, ce sera dans l'ordre de venue ici que seront publiées ces conversations. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars et ta conversation sera publiée le jeudi 18 mars, voilà, à partir de 9 h sur notre chaîne YouTube de l'Odyssée et sur notre site cinémaodyssée.com que tu consultes régulièrement d'après les informations qui m'ont été transmises par les services secrets ouzbeks. Alors merci beaucoup d'être venu et comme je le dis à tout le monde, que le meilleur gagne et je te souhaite le meilleur des succès pour toi, ta liste et ton programme. Merci, c'est les Strasbourgeois qui décideront. Oui, bien sûr. C'est une bonne chose. C'est pas nous, voilà, à l'Odyssée. Même si nous aussi, on a, en tant que citoyens, notre mot à dire. Alors, la première question que je veux te poser, cette tempête virale qu'on a vécue, c'est sidérant. C'est-à-dire personne ne s'y attendait. Bon, et personne n'aurait pu la prédire peut-être. Et j'espère que tout le monde va bien dans ta famille, tes proches, tes amis. Comment tu as passé cette tempête virale, toi, à titre personnel? Et puis la deuxième question, c'est quelles sont les leçons que tu en tires, toi, en tant que responsable politique et homme politique engagé dans l'action? Je complète ma question parce que je sais que tu as une grande mémoire. Je dois tout de suite dire que je trouve que c'est une certaine façon de voir. Je suis contre le fait de fustiger des individus, mais une certaine façon de voir la gestion à flux tendu. 1,4 milliard de masques, c'est trop. Alors l'hôpital doit générer du profit. Il y avait 25 000 lits d'hôpitaux de réanimation avec équipement. C'était tombé à 5 000. Ce sont des choses qui me font penser, pour ce qui me concerne, qu'il y a des domaines qui doivent être sanctuarisés, comme par exemple la santé, la recherche, l'éducation, et peut-être la culture aussi, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Alors, tes sentiments à titre personnel et en tant qu'homme politique. Alors d'abord, cette épidémie, elle nous est tombée dessus comme une vague que l'on n'a pas vu venir. Oui. Et c'est vrai que ça a été un choc. Oui. On a changé d'espace-temps en quelques heures, en quelques jours. Finalement, on avait l'impression de basculer dans un film de science-fiction. Je ne sais pas si tu connais Contagion de Stephen Soderbergh avec Kate Winslet, Jude Law, Matt Damon. C'est un film où il y a tout déjà. Mais c'était un film de science-fiction qui doit avoir une dizaine d'années. Là, ça nous est arrivé. On voyait les Chinois de Wuhan chanter le soir, confinés dans leurs immeubles, dans leurs grandes tours. Ça nous paraissait loin, abstrait. Et puis tout d'un coup, l'Italie, Mulhouse et bien sûr Strasbourg et toute la région qui a été durement frappée. Il a fallu s'adapter vite. D'abord, on était en campagne. En quelques heures, je suis redevenu premier adjoint, complètement accaparé par la tâche. On avait des réunions d'urgence, de comité d'urgence tous les jours à l'intérieur de la ville, avec le maire, le président de la métropole, avec aussi la préfète, bien sûr. Il fallait tout prévoir, organiser les services publics, trouver des masques. On a parlé masque, on y reviendra. Organiser aussi les capacités de tests. Je suis beaucoup allé voir aussi les agents de la fonction publique, de nos services, qui restaient sur le terrain, au contact, et donc angoissés. Je pense par exemple aux éboueurs, aux agents de l'état civil, qui ont été soumis à une très forte pression avec l'augmentation des décès. Tout ça nous a beaucoup mobilisés sur le plan de l'activité. Mais c'est aussi un choc dans nos modes de vie. C'est un choc dans notre intimité, avec l'inquiétude pour ses enfants, pour son foyer, mais aussi pour mes parents, pour ma maman notamment, qui évidemment est âgée, habite toute seule et s'est retrouvée enfermée. Je pouvais aller la voir uniquement avec une autorisation et en restant dehors et elle dedans et on se parlait à la fenêtre. Je sais que beaucoup de personnes
ont été dans cette situation. C'est un vrai enjeu. Ça nous ramène à l'essentiel. Simplement se réveiller en bonne santé, être avec sa famille, prendre des repas ensemble, prendre le temps de lire, prendre le temps de réfléchir. Il y a un ralentissement de la vie qui nous a amenés tous à peut-être revoir les priorités de la vie. Et aussi, tu le disais tout à l'heure, re-questionner le mode d'organisation de la société, les choix. On est dans une société trop consumériste. On a vu à quel point la solidarité qui s'est affichée avec les personnels soignants, mais aussi avec les voisins, avec les personnes âgées, des solidarités de proximité qui avaient un peu disparu. Et avec la crise, ces solidarités se sont réveillées, se sont démultipliées. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'associations se sont mobilisées pour accompagner les plus fragiles. Et je pense qu'il faut évidemment continuer à encourager, à soutenir ces initiatives individuelles ou collectives. Ça fait tellement de bien de croiser son voisin et qui vous demande comment ça va, de lui demander avec un vrai intérêt comment il va, comment vont ses proches, ce qui se faisait beaucoup moins ces derniers temps. Et je pense aussi plus largement les services publics. Je pense qu'on l'a vu dans cette crise, on l'avait vu au moment de l'attentat de Strasbourg. Les services publics sont essentiels. C'est ce qui permet de maintenir le lien social, c'est ce qui permet d'assurer la protection des plus fragiles. Eh bien, le service public, il ne peut pas fonctionner comme une entreprise, il ne peut pas fonctionner selon la rentabilité. Tu parlais des hôpitaux, la tarification à l'activité est un mot très dur, très barbare, et qui ne colle pas avec la mission de service public. Les hôpitaux, ils prennent soin des autres. Ils ne sont pas dans une activité que l'on peut quantifier avec des chiffres et en termes financiers. Formidable, je te remercie. Peut-être qu'il faut aussi saluer, enfin moi je le faisais personnellement, les caissières et les vendeuses des supermarchés parce que elles n'étaient pas considérées jusque-là, enfin je dis ça en souriant amer, quoi. Et si elles n'avaient pas, si elles avaient exercé leur droit de retrait, eh ben, on n'aurait même pas pu être nourris, quoi. La continuité de la chaîne alimentaire a été un enjeu essentiel. Et c'est vrai, on a tout fait pour qu'à Strasbourg, les enfants des caissiers et caissières puissent accéder aux structures de garde, écoles et petite enfance qui étaient ouvertes au personnel prioritaire, personnel bien sûr médicaux, forces de sécurité, mais les caissiers et les caissières aussi participent et étaient au front pour rendre possible le confinement. Alors moi j'ai suivi aussi que la reprise d'une activité intensifiée de la CTS s'est bien passée. Je pense que c'était un défi. C'était un défi important. On était très inquiets pour le 11 mai de retrouver à la fois la fluidité, mais aussi la sécurité des passagers avec le port du masque. Il faut le dire, on dit toujours les Français sont indisciplinés. Alors peut-être que les Strasbourgeois, peut-être que les Strasbourgeois le sont moins que le reste du pays, mais quand même, le confinement a été très largement respecté partout. Par moments, on disait, et les quartiers? Eh bien, les jeunes dans les quartiers, ils respectaient le confinement. Il y a eu une discipline, une organisation de la société extraordinaire qui montre à quel point il y a une force dans l'individu, mais aussi dans le collectif. Et il faut s'appuyer sur cette force positive pour reconstruire les choses et faire société ensemble. C'est la raison pour laquelle dans toutes les solutions cinéphiles de l'Odyssée qu'on a publiées, 75 jusqu'à ce jour, s'il vous plaît, eh bien, je dis prenez bien soin de vous, mais aussi exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, parce que le collectif comme l'individu mérite de ne pas être infantilisé. C'est vrai que on a souvent passé pas mal de temps devant la télé, privé de cinéma, privé de grand écran, on était devant le petit écran et certaines chaînes, notamment d'information, ont eu un discours très anxiogène qui rend difficile le débat public et rend difficile la vie en société. Il faut bien sûr la liberté de la presse, la liberté des médias, mais il y a aussi des informations positives qui doivent être partagées pour simplement montrer l'ensemble du spectre de la réalité sociale. C'est ce qu'on pense à l'Odyssée, c'est pour ça qu'à partir du 22 juin, il y aura 2 cycles, un cycle du cinéma plein les yeux, grand spectacle, Dr Zhivago, Once Upon a Time in Hollywood, et puis un autre cycle qui s'appelle Rire et sourire au cinéma, parce qu'il faut aussi apprendre à vivre en souriant, sans oublier
ceux qui sont restés sur le carreau, mais c'est pour mieux entretenir leur mémoire. Et le 22 juin, il y a une attente. Parce que je disais, on a beaucoup regardé le petit écran, mais ce n'est pas la même chose. Le petit écran, on le regarde en zappant, pas avec toujours la même attention, il peut y avoir les enfants, du bruit. Une salle de cinéma, c'est particulier. On vient, c'est une vraie immersion. C'est aussi un moment de partage avec ceux ou celles avec qui on vient. Donc je pense qu'il y a une vraie attente de la réouverture de ces salles de Strasbourg, en particulier du centre-ville. Mais ça, on va en parler. Simplement, ce que je veux dire d'abord, toi, tu es aussi, en plus d'être premier adjoint actuellement, en charge des responsabilités pour ce qui concerne les affaires culturelles de la ville de Strasbourg. Alors, au prisme de cette crise de tempête virale, quelles sont tes réflexions sur la place de l'art, d'une part, et de la culture, d'autre part? C'est pas tout à fait la même chose. L'art, c'est ce qui alimente la culture c'est ce qui en restitue à l'art en retour, quoi. Quelles sont tes réflexions sur la place de l'art et de la culture dans la cité? D'abord, on a été un peu privé, pas forcément d'art et de culture, mais de partage artistique et de partage d'émotions. Et l'art et la culture, c'est ça, c'est l'éveil des émotions. C'est aussi l'apprentissage de l'autre, l'appréhension de l'altérité. C'est la construction de la citoyenneté. Je pense que c'est évidemment un élément essentiel pour faire cité. Ça nous manque aujourd'hui. On vient de réouvrir les musées. On va bientôt réouvrir les salles de cinéma. Il faut pouvoir partager l'art et la culture dans la cité. D'ailleurs, je crois qu'il y a un enjeu très très fort. C'est de permettre à chaque enfant dans nos écoles d'avoir un temps d'éducation artistique et culturelle pour que l'éveil des sens, l'éveil de la citoyenneté et de l'appréhension de l'autre se fasse le plus tôt possible. C'est une chance dont aucun enfant de notre ville ne doit pouvoir être privé dans son apprentissage. Je suis entièrement d'accord et je te parlerai après de ce que nous on fait à l'Odyssée notamment, mais donc les musées rouvrent et en même temps, est-ce qu'il y a, d'après toi, est-ce que c'est l'occasion? Parce on a souvent dit qu'il faut que le jour d'après ne soit pas comme le jour d'avant, et le jour d'après, il se prépare dès aujourd'hui, quoi. Est-ce que, par exemple, dans l'exercice de la culture et de la relation à l'art, il y a des choses nouvelles qu'on pourrait apporter, d'après toi? Je pense que cette crise, elle doit mettre fin un peu à la course à l'échalote du grandiose, du grandiloquent sur la culture. Ces grandes expositions où on fait des heures de file d'attente, où on va à 2 heures du matin parce que c'est le seul créneau que l'on peut avoir pour y rentrer. Ce vocabulaire même, j'ai fait l'exposition. Je pense que il faut avoir une relation plus intime à l'œuvre, plus intime à la culture. Et la pandémie nous interroge aussi sur cela. Il faut démultiplier les occasions, les lieux, y compris en extérieur, pour la rencontre entre le citoyen, l'art et l'artiste, et bien remettre la place de l'artiste au cœur de la cité. Je pense que ça fait sens. On est dans un monde qui manque de poésie, qui manque de rêverie. Et moi j'aimerais bien qu'en ouverture de chaque conseil municipal, ou à la fin, on lise un poème, ou qu'on écoute une petite musique. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ou un extrait de film, et nous sommes à ta disposition dans cette hypothèse-là. Alors, encore sur la culture, parce qu'il faut savoir que l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Et si on n'est pas dans une logique un peu vorace de tout le temps le profit, je voudrais avoir ta réflexion sur le fait que l'Allemagne a débloqué 50 milliards, mais ce n'était pas pour la culture, dont 1 milliard pour les activités culturelles, tout domaine, théâtre, musique, concert, cinéma aussi, salle de cinéma notamment. Je ne sais pas si en France on va débloquer 1 milliard, mais au niveau de la cité, moi j'avais fait une proposition dans la conversation qu'on avait eue avec Roland Ries quand il était venu ici, en disant l'Odyssée coûte une subvention de 240 000 € en principe, soit à peine 80 cents, moins d'1 euro par habitant de la ville de Strasbourg, et à peu près 40 cents par habitant de l'Eurométropole. Est-ce que dans cette période particulièrement difficile, car avec la réouverture des salles de cinéma, ça va être au moins, sinon beaucoup plus difficile que pendant la fermeture,
Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, pas pour l'Odyssée, je le répète, mais pour toutes les salles de cinéma, par exemple, de consacrer 5 ou 8, moi je dis ça n'importe comment, enfin après il faut voir ce qu'on a comme possibilité disponible, mais une somme d'argent pour aider à faire en sorte que dans le respect des règles sanitaires, il y ait un retour du public dans les lieux de culture et les salles de cinéma. Effectivement, c'est un enjeu essentiel. En tant qu'adjoint à la culture... Je tourne le bouton du son parce que... En tant qu'adjoint à la culture, j'ai tout de suite voulu qu'on affiche une solidarité avec l'ensemble des acteurs culturels. On a mis en place un fonds d'urgence de soutien aux associations et acteurs culturels. On a conforté les intermittents dans leur situation en payant tout ce qui devait être payé pour qu'ils puissent faire leurs heures. On a maintenu les subventions même pour les actions qui avaient été annulées pour que les structures puissent couvrir leurs frais de fonctionnement. Cette solidarité, elle s'est aussi étendue au cinéma dans le cadre de la loi Sueur et bientôt dans le cadre du soutien à l'Odyssée. C'est important que nos cinémas de centre-ville puissent être consolidés. C'est un enjeu culturel, mais c'est aussi un enjeu économique pour l'attractivité de Strasbourg. Et là, nous réfléchissons et j'ai proposé que l'on mette en place des sortes de bons cadeaux pour les familles les plus modestes qui permettront de consommer en ville, que ce soit de l'achat alimentaire, mais aussi de la culture, du cinéma ou du spectacle, pour inciter à revenir en ville, pour inciter à revivre et à soutenir l'ensemble des acteurs du centre-ville, en particulier bien sûr les cinémas, les théâtres, mais aussi le commerce indépendant. Parce que l'humain n'est pas seulement un tuyau ambulant qui a besoin de se nourrir, il a besoin de nourriture plus spirituelle. Exactement. C'est ce qui nous différencie peut-être des animaux. Et c'est un enjeu essentiel et c'est ce qui fait la vie collective, la vie dans la cité. C'est le partage, l'échange d'idées, d'émotions, d'expériences. Et la culture est un vecteur irremplaçable d'émotions et de partage. Alors, je voudrais te tendre la perche, merci. Excuse-moi, c'est le fumeur de cigares. Mais je ne te propose pas de cigares, tu risquerais de perdre des voix. Donc, on a dit que la nicotine avait protégé certains. Par contre, quand on était fumeur et ensuite malade, on avait des problèmes. Mais, et on dit aussi que quand on est chauve, d'après une certaine étude, je ne sais pas si elle est sérieuse, on risque un peu plus d'avoir le coronavirus. Donc, on verra, il faut être fataliste. La salle de cinéma, ce qui est magique, c'est que quelle qu'elle soit la salle, même si celle-ci est quand même particulière parce que c'est une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, toujours en activité dans son cadre d'origine, c'est d'une part le fait que... Plus de 100 ans. Oui, plus de 100 ans. C'est que tout se donne à voir en plus grand que nature. Tu ne les fais pas. Oui, je te remercie. Toi non plus, parce que tu te souviens, on était là à l'ouverture tous les deux. Deuxième particularité, c'est qu'il y a la possibilité de partager convivialement des émotions, des réflexions, des espoirs, des craintes, des pleurs, avec des gens qu'en plus on ne connaît pas. Alors, je voudrais que tu aies la gentillesse de nous dire un peu quelle est la place pour toi, à titre personnel et en tant que politique aussi, particulière de la salle de cinéma dans la cité. C'est effectivement c'est un lieu d'immersion et un lieu de partage. C'est ce qui fait la grande différence avec le salon ou avec la télé que l'on peut avoir à la maison, où on est plus sur un regard plus distancié, moins immersif et souvent moins partagé. Et venir dans une salle noire, il y a une dimension magique. Tout d'un coup, les lumières s'éteignent, l'écran s'allume petit à petit. Le rideau s'ouvre. La musique vous imprègne, on entend la voix chaude par les haut-parleurs. C'est vraiment une expérience unique et irremplaçable. Et c'est pour ça que la réouverture des salles de cinéma, je suis persuadé que ça va bien se passer. Bien sûr, il y a un temps de réapprentissage, mais il y a une vraie attente. Peut-être parce qu'il y a eu une surconsommation de télé aussi, et qu'on veut voir autrement et avec d'autres, et dans une intimité différente. Donc il y a un vrai enjeu là pour que le cinéma reprenne le plus rapidement et le plus fortement possible. Que le ciel t'entende, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la longue durée. Alors on ne sait pas dans l'immédiat comment ça va se passer, mais
Par exemple, aux gens qui, c'est un peu la tarte à la crème, mais Netflix est un danger pour le cinéma. Moi, je ne considère pas Netflix comme un danger, parce que Netflix euh, prétend occuper le temps dans l'espace privé des gens. C'est-à-dire, au lieu de lire ou d'écouter de la musique, vous regardez des films. Netflix propose 7000 heures de cinéma. Or, une année, c'est 24 heures fois 365, c'est-à-dire 8800 heures à peu près. Et donc, ça, c'est pour l'espace privé. Mais ça ne remplace pas la salle de cinéma. Et tu as fait, je tiens à le saluer, tu t'es battu pour il n'y ait pas de risque de désertification du centre-ville. Et ça, c'est, je crois, important. C'est un enjeu extrêmement important. On est tous attachés à ces cinémas d'enfance où peut-être on a fait les premières découvertes, les premières rencontres, les premiers baisers amoureux. Et moi, mes cinémas, c'est le Capitole, c'est le Ritz sur les quais, le Méliès. Et aujourd'hui, bien sûr, tous les cinémas du centre-ville. On voit qu'il y a un risque. Il y a un risque, d'autres villes l'ont montré. Notre ville aussi, malheureusement, a vu des fermetures de cinéma. Et il faut pouvoir maintenir ouverts tous ces cinémas dans notre ville. Si jamais, ce que je te souhaite, tu es élu maire de la ville de Strasbourg, nous avons, nous, un projet dans un de nos tiroirs, c'est de créer des extensions dans les quartiers de l'Odyssée où se déclinerait la partie, si tu veux, la plus grand public d'une programmation et qui permettrait aussi de faire des soirées, projections, événements, pas ici à l'Odyssée, mais dans ces extensions de l'Odyssée. Je crois que les quartiers doivent être des espaces auto-centrés, comme le faubourg dans le temps, qui avait son épicerie, son église, ses restaurants, ses bistrots. Le Neudorf, le cinéma. Voilà. Aujourd'hui, on a, avec l'espace Django, un cinéma une fois par semaine dans le quartier du Neuf. C'est un cinéma ouvert sur le quartier. Effectivement, ça va dans le sens que tu indiques. C'est extrêmement important. On va avoir à la Manufacture des Tabacs un grand amphithéâtre de l'université qui pourrait servir ponctuellement de salle de cinéma. On fait pendant l'été des représentations dans le parc du Heiritz. Cette année, ça sera au jardin des Deux Rives. C'est ponctuel, mais ça va dans ce sens de la décentralisation du cinéma dans la ville et de recréer un peu du cinéma paradisio pour populaire, partagé. Je crois d'ailleurs que c'est un des premiers films qui sera diffusé à la réouverture de l'Odyssée. Tes informations sont redoutablement efficaces et vraies, véridiques, puisque le 22 juin, le soir, on fera une projection en présence, j'espère, du maire de la ville de Strasbourg et des Voix de Stras, dont la directrice est Catherine Bolzinger, du film Cinéma Paradiso, pour montrer un peu cette nostalgie des salles paroissiales, en l'occurrence. Le mardi 23, on fera les écrans d'info avec Lina, Grand Est, sur Guy Bedos, qui était un esprit libre, malheureusement disparu aujourd'hui. Et je sais que c'est le film qui t'a fait pleurer quand tu étais enfant, non, je bluffe là, mais je pense que le mercredi 24, donc, on présentera Docteur Givago de David Lean, d'après le magnifique roman de Maurice Pasternak. Tu es bien sûr le bienvenu, mais peut-être que tu auras d'autres chats à fouetter, parce que le 28, ça sera très prochainement le 24. Je joue dans un autre film à ce moment-là. Voilà, c'est un autre film, mais ces films sont à l'affiche jusqu'au 14 juillet. Donc tu auras, j'espère, l'occasion de le voir. Voilà, le temps passe. Moi, je voulais te remercier de l'honneur et de l'amitié que tu as bien voulu nous accorder en venant participer à cette conversation, cher Alain. Je te souhaite le meilleur, comme je le dis, mais je le dirai, je l'ai dit aux autres candidats, que le meilleur gagne. Et c'est le principe de la démocratie. Mais oui, tout à fait. On a accepté l'augure. L'augure, oui. Et je te laisse 2 secondes pour réfléchir, parce que pendant que je te remercie, je te demanderai de bien vouloir dire le mot de la fin, FIN, pour cette conversation. Et on aura soif d'écouter ton mot de la fin. À toi, cher Alain. Bien, peut-être tout simplement rappeler à quel point notre ville est une ville de culture ou des cultures. Strasbourg, c'est une ville carrefour, c'est une ville frontière, c'est une ville de brassage.
Et ça nous donne une responsabilité. Une responsabilité, bien sûr, de porter les valeurs de l'Europe, de la démocratie, de la tolérance, mais surtout de l'ouverture aux autres. Strasbourg s'est libéré très tôt du contrôle de l'Empire, des évêques, de la guerre. Et aujourd'hui, Strasbourg, c'est une capitale des droits de l'homme, c'est une capitale de la culture et des cultures. Et elle doit porter ce message haut et fort pour les Strasbourgeois, mais aussi pour toute l'Europe. Eh bien, merci beaucoup, cher Alain. Je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt pour une autre conversation. Au revoir. Au revoir.